On attaque avec la deuxième vidéo sur les différents tests d'audit hors circularisation. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les procédures d'audit au programme du DSCG? L'objectif de cette vidéo et de la vidéo suivante va être de déchiffrer et de comprendre à quoi correspondent les 8 techniques d'audit au programme du DSCG et qui sont prévues, mentionnées dans la NEP 500. Vous avez dans la première colonne le tableau qui mentionne les 8 techniques d'audit. Attention, pour le DSCG, il convient de maîtriser exactement le nom et la définition de chacune des techniques d'audit. C'est régulièrement demandé à l'examen de savoir reconnaître une technique d'audit, de savoir citer des techniques d'audit et de savoir les définir. Ça serait bête de perdre des points juste parce qu'on a mis, par exemple, inventaire. Ce n'est pas une technique d'audit. La technique d'audit, elle s'appelle inspection d'actifs corporels. Le simple fait de dire inventaire ne permet pas de valider les points, ne permet pas de citer correctement la technique d'audit. Donc, cette première colonne, le vocabulaire est à maîtriser sur le bout des doigts. Les 8 techniques d'audit au programme sont les suivantes. Inspection d'enregistrement ou de documents, inspection d'actifs corporels, observation physique, demande de confirmation des tiers, qu'on peut aussi appeler demande de confirmation ou circularisation, demande d'information, vérification de calcul, réexécution de contrôle, et les fameuses procédures analytiques. Vous devez maîtriser chacun des noms de ces 8 techniques. Merci pour ce rappel. Commençons par la première technique d'audit. Qu'est-ce que l'inspection d'enregistrement ou de documents? L'inspection d'enregistrement ou de documents. Si on pouvait compléter le titre de cette technique d'audit, ce serait l'inspection d'enregistrement comptable. Elle consiste à analyser chaque opération enregistrée dans les comptes. Donc par exemple, on va prendre un compte, on va détailler ce compte à la lecture du grand livre et on va analyser chaque opération qui a eu lieu dans le compte. Alors, est-ce qu'on peut réaliser ça sur tous les comptes de la balance? Eh bien non. Cette procédure, elle est plutôt lourde, parce qu'elle consiste à analyser chacune des opérations dans le compte, et ne s'applique en fait lorsque le poste implique des difficultés particulières de comptabilisation ou alors des erreurs fréquentes quant au contenu ou des risques de fraude. Par exemple, imaginez vous auditez Amazon et vous devez analyser le chiffre d'affaires d'Amazon. Vous imaginez bien que le détail du compte de vente, le chiffre d'affaires, le compte 707, vente de marchandises, il doit faire des milliards et des milliards de lignes. On ne peut pas raisonnablement penser qu'un auditeur va, à côté de chaque ligne, récupérer la facture, le bon de commande, vérifier la livraison avec les différents organismes de livraison. Donc ici, on va faire ça plutôt sur des postes où il y a une complexité de comptabilisation et où vous allez plutôt avoir un nombre réduit d'opérations. Par exemple, les prêts, vous n'avez pas 500 emprunts bancaires, vous avez un nombre limité d'emprunts et donc vous pourrez faire un détail de votre compte d'emprunt et rapprocher chacun des emprunts avec les échéanciers. C'est déjà ce que fait un collaborateur en expertise comptable. Le commissaire aux comptes peut aussi utiliser cette technique-là pour justifier le solde d'un compte. Très bien, passons à la deuxième technique d'audit. Est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que l'inspection d'actifs corporels? L'inspection d'actifs corporels. Attention, c'est le nom exact mentionné dans la NEP. Ici, définition très simple, on va contrôler physiquement l'actif corporel. Ça nécessite l'obligation d'être présent physiquement devant le dit actif corporel. Cette technique d'audit, elle concerne plusieurs postes en particulier. Tout naturellement, l'audit des stocks, par la prise d'inventaire des stocks à la clôture, les immobilisations corporelles, les effets ou les espèces en caisse. Cette inspection d'actifs corporels, par exemple, il va vous permettre de justifier le démarrage de mise en ligne d'une ligne de production. Si vous voyez que dans les comptes, par exemple, qu'une nouvelle ligne de production, une nouvelle machine, elle a commencé à être amortie au milieu de l'année de l'exercice comptable que vous auditez, et lorsque vous réalisez la visite de l'entreprise, ou alors lorsque vous demandez à votre client de vous montrer la grosse machine qui a un montant important dans les comptes, vous apercevez lors de la visite de l'usine que la machine est toujours sous cellophane, elle n'a toujours pas été mise en service. Eh bien, ce contrôle, cette inspection d'actifs corporels, va vous permettre de déceler que vous avez à tort comptabilisé un amortissement sur l'exercice précédent, vu que la machine n'a pas encore été utilisée, elle n'a pas encore produit ses avantages économiques futurs, elle ne peut pas démarrer la date de début d'amortissement. C'est en ayant réalisé cette inspection d'actifs que vous allez vous rendre compte de l'existence de l'immobilisation ou de la correcte évaluation, mesure des dotations ou des amortissements.
Deux critères pour analyser si on doit réaliser un contrôle d'inspection d'actifs corporels sur un poste. L'importance relative, c'est-à-dire est-ce que le poste est significatif, est-ce qu'il dépasse par exemple notre seuil de signification, et la relativité du risque, c'est-à-dire est-ce que on a, lors de notre analyse des risques, identifié un risque élevé d'anomalie significative sur le poste. Pourriez-vous nous donner un exemple sur les stocks concernant l'inspection d'actifs corporels? Tout d'abord, la NEP 501, elle vous pose le principe que le commissaire aux comptes doit être présent lors de la prise d'inventaire. C'est un principe de base, dès qu'il y a un inventaire, vous devez être présent. Une année au DSCG, la question a été posée sur pourquoi le commissaire aux comptes ne pourrait pas être présent à l'inventaire. Eh bien, deux cas de figure qui pourraient ne pas rendre obligatoire la présence du commissaire aux comptes. Premier cas, c'est d'avoir identifié que les stocks étaient un risque faible, ou alors que l'importance du cycle est non significative. Prenez l'exemple du fait d'auditer un cinéma. Le stock du cinéma, hein, c'est les pop-corn ou les boissons qu'il y a dans le cinéma. Si ça représente un montant très faible au regard du bilan de ce cinéma, eh bien on pourrait dire que ce poste est non significatif, donc on ne va pas procéder à l'inventaire. Autre raison, il pourrait y avoir un événement qui fasse que le commissaire aux comptes est un cas de force majeure et ne puisse pas venir, eh bien ça pourrait justifier l'absence aussi du commissaire aux comptes. Donc sur ce stock, on vous dit que l'inspection physique, donc l'inspection d'actifs corporels, fait partie des moyens de collecte les plus probants parce qu'elle permet d'atteindre plusieurs assertions, plusieurs objectifs d'audit qu'on a vus dans la vidéo numéro 1 de ce chapitre, qui sont difficilement atteignables par d'autres moyens. Lorsque vous auditez les stocks, vous allez vous assurer que les stocks physiques présents dans l'entrepôt correspondent aux stocks présents dans le listing des stocks, dans la comptabilité analytique, dans le listing des stocks. Donc vous allez avoir un listing des stocks et vous allez avoir la réalité, l'entrepôt. Et donc vous allez faire deux types de tests. Ces deux types de tests sur les stocks ne permettent pas de satisfaire la même assertion. Premièrement, vous allez prendre les stocks les plus importants. Vous allez prendre votre listing, vous allez regarder et vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 références qui représentent 60% des stocks. Eh bien, vous allez choisir ces 3 références-là. Vous allez faire un test list to floor. Vous partez du list et vous allez vers l'entrepôt. Vous allez vers le floor. Eh bien ça va vous permettre de valider l'existence. C'est-à-dire que vous allez sélectionner des références depuis le listing du stock valorisé que vous avez récupéré avant l'inventaire et vous allez contrôler physiquement que ces stocks existent bien. Vous aurez validé par exemple 60% du listing de stock. Deuxième type de test, lorsque vous faites une inspection d'actifs corporels, lorsque vous faites un inventaire des stocks, c'est l'inverse. C'est le test floor to list. Là, vous ne partez pas du listing de la comptabilité, mais vous partez de ce que vous constatez dans l'entrepôt. Vous vous baladez dans l'entrepôt, vous dites je vais contrôler cette palette-là. Sur cette palette, c'est-à-dire cet emplacement-là, il y a 33 références du produit B. Vous regardez ensuite dans la liste si à cet emplacement-là, il y a bien 33 produits B. Ici, vous avez vu qu'on est sorti de la comptabilité. C'est en se baladant dans l'entrepôt qu'on a fait notre sélection. Et bien, quand on sort de la comptabilité pour s'assurer que tout est bien dans la comptabilité, l'assertion, c'est l'exhaustivité. Vous voyez que sans inventaire, sans inspection d'actifs corporels, nous n'aurions pas forcément pu valider l'existence et l'exhaustivité des stocks à la clôture. Et on passe à la troisième technique. Qu'est-ce que l'observation physique ? L'observation physique qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité. L'appréciation du contrôle interne utilise généralement cette procédure. Ici, vous êtes spectateur et vous regardez comment une procédure est exécutée. C'est aussi simple que ça. Quatrième technique de contrôle, les demandes d'information. Si vous pouviez juste nous spécifier le cas où on va utiliser plus cette technique plutôt qu'une autre. L'auditeur peut émettre des demandes d'information en s'adressant à des personnes internes ou externes à l'entreprise. Il peut s'adresser par exemple à des membres du personnel, aux dirigeants, mais aussi à des tiers en relation avec l'entité, par exemple un stockiste, un avocat ou le banquier de l'entité auditée. On va utiliser cette demande d'information, si vous vous rappelez bien, c'est une information orale ou même écrite, mais ce n'est pas un document original, ce n'est pas forcément une facture, ce n'est pas des éléments très tangibles. On va plutôt utiliser cette technique d'audit dès lors qu'on ne peut pas mettre en œuvre d'autres techniques d'audit. On vous dit, le recours à cette technique d'audit va avoir lieu dès lors qu'il ne peut raisonnablement exister d'autres éléments probants, suffisants et appropriés.
L'exemple typique de la demande d'information, c'est un courrier qu'on va demander à la direction de signer à la fin de l'audit, la lettre d'affirmation. En fait, l'auditeur, il va demander à la direction des déclarations qu'il estime nécessaires dans le cadre de sa mission ou qui sont requises par d'autres normes. Il s'agit le plus souvent d'éléments ayant trait à la marche de l'entreprise pour lesquels il n'existe pas de preuve écrite. Donc vous allez demander à la direction de valider certains points à l'écrit qui va vous être communiqué à vous, commissaire aux comptes, souvent la veille de certifier les comptes, qui va vous permettre d'étayer votre opinion lorsque vous n'aurez pas pu mettre en œuvre d'autres procédures d'audit spécifiques. Cette lettre d'affirmation n'est en aucun cas un moyen de se substituer à l'analyse des documents probants. Si vous avez des factures, si vous avez des contrats, si vous avez des tiers à circulariser, vous devez mettre en œuvre ces techniques d'audit-là avant d'utiliser cette demande d'affirmation ou faire rédiger une lettre d'affirmation. Cette lettre d'affirmation n'est pas non plus un moyen de se substituer ou un moyen de réduire votre responsabilité. C'est l'obtention d'éléments par la direction de l'entreprise de manière écrite qui va vous permettre d'étayer votre opinion. En fait, quand il y a des zones d'ombre, quand il y a des estimations comptables importantes, on va demander à la direction de s'engager sur ces estimations comptables à l'écrit. Et on va partir du principe que si l'entreprise a confiance en ses estimations et en ses chiffres et il l'a écrit textuellement dans un écrit, eh bien nous, on peut aussi avoir confiance. Donc, le brouillon de cette lettre d'affirmation est rédigé par le commissaire aux comptes. Le brouillon est envoyé au dirigeant de l'entreprise. Le dirigeant va consigner cette lettre dans un écrit, papier en tête, et va être signé et va être communiqué au commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes va s'attacher à vérifier que la version définitive et signée correspond bien à la version envoyée. S'il y a une concordance, eh bien, on va pouvoir certifier les comptes. S'il y a une différence, si la direction a enlevé un paragraphe ou enlevé une information importante, eh bien, il se posera des questions sur son opinion et sur les travaux à réaliser. Prenons un exemple de paragraphe qu'on peut mentionner dans la lettre d'affirmation, notamment relatif à la provision pour indemnité de départ à la retraite. Vous savez que cette PIDR, cette provision, elle fait l'objet de nombreuses hypothèses de calcul, notamment en matérialisant un taux de rotation du personnel, taux de turnover, un taux d'actualisation, un taux d'espérance de vie, on va utiliser des tables de mortalité, une évolution du salaire. Tout ça, ce sont des hypothèses actuarielles. Ces hypothèses actuarielles-là font l'objet de beaucoup d'estimations. On n'a pas une facture qui nous justifie que le bon taux de rotation du personnel, c'est 5%, que le taux d'actualisation dans ce cas-là et dans cette entreprise-là, c'est 2%, ou que le taux d'évolution des salaires, c'est 2% par an. Eh bien, le commissaire aux comptes va challenger les calculs qui ont été réalisés, va essayer de valider par cohérence avec le passé que le taux de rotation il s'oriente aux alentours de 5%, que le taux d'évolution des salaires est peu ou prou égal à 2%. Il va challenger ces éléments-là. Mais il va quand même demander, in fine, à la fin, juste avant de sortir son rapport, à la direction de s'engager sur ces taux-là, d'affirmer, lettre d'affirmation, le dernier paragraphe, nous affirmons que toutes les données utilisées, y compris les informations sur les employés, taux de départ, augmentation de salaire projeté, sont exactes et complètes à notre connaissance. On va dire que c'est la meilleure estimation que l'entité a pu faire, elle s'engage là-dessus. Donc on voit qu'ici en l'espèce, il n'existe aucun élément probant suffisant et approprié pour valider le taux de croissance des salaires retenu pour évaluer la PIDR. L'équipe d'audit demande donc à la direction de l'entreprise de signer cette lettre qui constitue une forme d'assurance supplémentaire de la part de la direction et peut être utilisée comme preuve dans le cadre de l'audit. Ici, on est sur une assurance supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire derrière. On va corréler, on va utiliser des faisceaux d'indices et la lettre d'affirmation, c'est le dernier pilier pour établir notre opinion. Technique d'audit suivante, qu'est-ce que la vérification de calcul ? La vérification de calcul ou le contrôle arithmétique est une technique d'audit qui vise à vérifier un calcul effectué par le personnel de l'entité. Cette technique d'audit n'est pas compliquée à définir, elle est plutôt compliquée à reconnaître dans un cas. Ici, on vise l'ensemble des travaux qui ont pour objectif de contrôler arithmétiquement ou de revérifier un calcul qui a été effectué par le client. Par exemple, vous allez challenger le montant en écart dans votre rapprochement bancaire entre le montant qui est présent dans le compte 512 et celui présent dans le relevé bancaire. Autre utilisation de la vérification de calcul, c'est quand vous allez challenger, quand vous allez recalculer le montant des amortissements présents en comptabilité. Alors,
Un amortissement linéaire, c'est très simple, mais quand vous avez des problématiques d'amortissement fiscaux, d'amortissement dérogatoire, tout ça, vous allez avoir des calculs un peu plus complexes, et bien le fait de refaire le calcul qui a été réalisé par l'entité va éventuellement vous permettre d'identifier des anomalies significatives et faire remonter des ajustements. 6e technique d'audit, qu'est-ce que la réexécution de contrôle? La réexécution de contrôle consiste pour l'auditeur d'effectuer des contrôles théoriquement déjà réalisés par l'entité par recoupement interne. Ici, ça consiste à refaire un travail qui a déjà été réalisé par l'entité auditée. On va faire des rapprochements d'informations internes. Par exemple, le client a déjà fait son rapprochement entre le chiffre d'affaires déclaré dans ses déclarations de TVA tous les mois et le chiffre d'affaires comptabilisé. Eh bien, nous, on ne va pas reprendre ce rapprochement-là, on va directement le refaire de notre côté. Si on arrive à avoir le même résultat que notre client, eh bien, on peut partir du principe que le travail, le contrôle a correctement été réalisé par le client. On pourrait s'amuser à refaire le rapprochement bancaire, refaire ce rapprochement TVA ou refaire une feuille de travail de refacturation d'un ensemble d'éléments. Si on refait un contrôle qui a été fait par le client, c'est de la réexécution de contrôle. Dernière technique d'audit de cette vidéo, qu'est-ce que sont les procédures analytiques? Les procédures analytiques ou examens analytiques sont des techniques de contrôle consistant à apprécier des informations financières à partir de leur corrélation avec d'autres informations issues ou non des comptes ou des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'une entité similaire. Ou alors la comparaison à partir d'analyses de variations significatives ou de tendances inattendues. Cette définition est à maîtriser et dans le cadre des procédures analytiques, vous avez 4 niveaux d'examen analytique. 4 niveaux d'analyse d'un compte. Premier niveau d'examen analytique, la revue de vraisemblance. Vous faites un examen critique des composants d'un solde pour identifier ce qui est anormal. Là, ce que vous faites en fait, quand vous faites ce premier niveau de procédure analytique, c'est que vous regardez la balance des comptes. Vous avez vos numéros de compte, les intitulés de compte et le montant, les soldes, et vous regardez tout ce qui peut paraître anormal. Donc, qu'est-ce qui peut paraître anormal? Par exemple, quand vous voyez des comptes avec des noms de personnes physiques, un peu trop important. Qu'est-ce qui peut être anormal? Eh bien, par exemple, que la somme des comptes ne fasse pas 0 et qu'on n'ait pas un bon équilibre débit-crédit. Qu'est-ce qui peut être normal? Par exemple, d'avoir des IMO négatives. Si vous avez des immobilisations créditrices, c'est anormal. Ce qui pourrait être anormal, c'est d'avoir une caisse créditrice. C'est-à-dire que vous avez moins d'argent en caisse que ce qui est possible. On peut être à découvert pour un compte bancaire, on peut être créditeur pour un 512, mais on ne peut pas être créditeur pour une caisse compte 53. Autre compte un peu anormal, c'est le fait d'avoir un 471, c'est-à-dire un compte d'attente, ou alors des virements internes. Tous ces comptes-là, normalement, ils doivent être à 0 à la clôture. Ça, c'est le premier niveau d'examen analytique, c'est la première revue critique, la première appréciation à partir d'éléments de bon sens. Ensuite, vous allez corréler des éléments financiers avec ce qui s'est passé l'année d'avant. On va comparer des données absolues. Et bien ici, c'est le deuxième niveau qui vise à analyser les données de l'exercice par rapport à celles de la période antérieure pour déterminer si l'évolution est cohérente. Si vous avez par exemple un chiffre d'affaires qui stagne, on va regarder le niveau du chiffre d'affaires avec celui de l'année dernière et on verra qu'il a stagné et donc est-ce que ça sera cohérent ou non avec les histoires qu'on nous raconte. Troisième niveau, ici on est sur la comparaison de données relatives qui vise à déterminer et analyser des ratios significatifs. Donc par exemple, nos montants de créances clients, elles peuvent augmenter. Si nos créances clients évoluent de la même façon que notre chiffre d'affaires, eh bien on pourrait dire que l'évolution est liée à un effet volume. On a vendu plus, donc on a plus de créances clients à la fin. Mais si, au contraire, on a une baisse du niveau de chiffre d'affaires ou une stagnation du chiffre d'affaires, mais une augmentation des créances clients, eh bien on pourra calculer un autre ratio et identifier qu'on a un effet prix. Eh bien là, c'est par exemple le fait que les clients mettent plus de temps à payer. Et donc là, ça peut poser des problèmes d'avoir des clients qui mettent beaucoup plus de temps à payer. Peut-être qu'il faudra passer quelques dépréciations de créances clients. On va calculer des ratios divers et variés. On va comparer le taux de marge de cette année avec le taux de marge de l'année dernière, le taux de charge sociale de cette année avec le taux de charge sociale de l'année dernière. On va calculer des délais de rotation des stocks par exemple, des délais moyens de règlement client, des délais moyens de règlement fournisseur, etc., etc. Tout ça, ce sont des analyses de données relatives, le calcul de ratios pour corréler, valider une information financière. Enfin, la dernière procédure analytique correspond à l'analyse de tendance,
qui vise à corréler un résultat qu'on a dans les comptes avec une tendance historique ou une tendance externe, c'est-à-dire les chiffres du secteur. Si on voit que vous avez une croissance de votre activité de 2% et que toutes les sociétés du même secteur ont aussi eu une croissance d'activité de 2%, eh bien on pourra corréler les deux informations pour étayer notre opinion et justifier que le chiffre d'affaires est bon. Voici l'ensemble des procédures analytiques. Il convient pour l'examen de maîtriser la définition de la procédure analytique et de connaître les 4 niveaux de revue analytique. On a travaillé sur les 7 premières procédures d'audit, il nous en reste plus qu'une 8e qui est mentionnée dans la NEP 500, les confirmations directes de tiers que nous verrons dans une 3e vidéo.